toute la société. Alors, le dialogue politique actuellement en Côte d'Ivoire, qui a été lancé par le régime en place, par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dont on a constaté un peu la libération des prisonniers politiques, la déclaration qu'il a faite à la veille de l'indépendance, également le fait, n'est-ce pas, de prendre une grâce présidentielle pour éteindre la peine de M. Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que vous pensez que ce dialogue politique a des chances d'aboutir en Côte d'Ivoire pour éviter ces mascarades électorales? Je voulais avant de répondre à votre question, je voulais un peu en finir avec la question de madame sur la question de la commission électorale. Oui. Parce que la commission électorale, à notre avis, devrait répondre à 3 principes. L'État, en tant qu'État, a l'obligation de mettre en place une commission qui respecte 3 principes fondamentaux. Okay. J'ai là ces principes-là que je voudrais évoquer avec vous. Le premier principe, c'est de mettre en place un organe électoral indépendant et impartial. Si vous permettez, on pourra aborder sur cette question, sur le sens de ces éléments. C'est de mettre en place un organe électoral qui assure le droit à l'égalité de tous devant la loi. Et enfin, c'est de mettre en place un organe électoral qui assure le droit de participer aux affaires publiques du pays pour tous les citoyens de façon équitable. Est-ce que notre CEI répond-elle à cela? Vous demandez, M. Yorobat, votre point de vue par rapport à la CEI et quelle CEI pour les prochaines élections à venir en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Donc, j'étais disant que la CEI, même telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le produit des luttes des démocrates ivoiriens, de ceux qui veulent que l'État accède à un système transparent, un mécanisme d'élection, de choix de nos représentants qui soit tout à fait transparent. Donc, l'organe que nous avons recherché, ou l'organe que l'État avait obligation de mettre en place, devait obéir à 3 principes. D'abord, je vous avais cité un organe électoral indépendant et impartial. Deuxièmement, un organe électoral qui assure le droit à l'égalité de tous devant la loi. Et en 3e position, un organe électoral qui assure le droit de participer aux affaires publiques du pays pour tous les citoyens de façon équitable. Est-ce que c'est ce que nous avons aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu ou on a dessaisi le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections pour le confier à une commission qui soit indépendante, qui respecte le droit de tous à participer aux affaires publiques et qui respecte l'égalité de tous devant la loi. Okay. Est-ce que c'est ce que nous avons? C'est une question que je pose. Est-ce que vous pensez que la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est impartiale? Je ne dirais pas comme ça. C'est la question que je voulais poser. Moi, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la commission électorale indépendante doit être indépendante et impartiale. Indépendante d'abord. L'indépendance est définie par rapport à 3 critères. J'en enseignerai 2. Le premier critère, c'est le profil des hommes qui composent cette commission. Quel est leur profil? Quelle est leur indépendance vis-à-vis des politiques, des partis politiques, puisque c'est les partis politiques et des personnes indépendantes qui peuvent être candidats, qui peuvent participer à ce jeu? L'indépendance de ces hommes politiques. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un passé récent ou même lointain, n'ont pas eu des affinités qui peuvent soupçonner ou suspecter leur personne d'agir en faveur ou en faveur de tel camp? Donc, le profil des hommes qui composent. Le deuxième élément d'indépendance, c'est l'autonomie administrative. Le troisième élément d'indépendance, c'est l'autonomie financière. Donc, le profil des hommes qui composent cette commission, l'autonomie administrative de cette commission, quel est son pouvoir? Est-ce que la CEI a un pouvoir qui soit indépendant des partis politiques et indépendant surtout du gouvernement? Et enfin, est-ce que la CEI a les moyens d'agir économiquement par elle-même? La loi des finances lui donne le droit d'avoir un budget qui soit totalement indépendant du budget du gouvernement. C'est cela l'indépendance. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, nous pensons qu'il y a du travail à faire toujours sur la CEI. À vous entendre parler, de façon concrète, vous souhaitiez que celui qui doit être à la tête de la commission électorale indépendante
doit venir, n'est-ce pas, de la société civile. Nous l'avons dit, et quand nous disons société civile, c'est-à-dire que des gens dont le passé ne suscite pas des suspicions. Bien sûr, les gens ont dit, est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire des gens qui n'aient pas des partis pris. Mais c'est dommage de considérer les choses comme ça. Je pense que s'il y avait une volonté, une réelle volonté, d'aller vers des personnalités qui soient neutres, qui soient conscientes et qui soient vraiment qualifiées pour exercer cette fonction fondamentale de la régulation ou de la gouvernance d'un État, on aurait trouvé. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes valables. On aurait trouvé. Nous avions fait des propositions. Les propositions, c'était que, d'abord, étant donné que c'est un organe arbitral, cet organe ne devait pas accueillir en son sein des gens qui sont juges et qui peuvent être partis. Donc pour nous, il n'était pas question de voir des partis politiques militer ou être au sein de la commission électorale indépendante. Bon, les gens nous ont dit, est-ce qu'on peut faire confiance à des gens, à qui, etc. Ok, on a dit ok. Au nom de la confiance, puisque vous ne faites pas confiance, ils disent non, les politiques, puisque c'est eux qui vont aux élections, ils doivent être là où on organise les élections pour voir. Il dit ok, soit. Si les politiques vont aux élections, donc ils doivent être au sein de la commission pour voir, alors on enlève le droit on lui donne juste un mandat d'observateur. Voilà. Donc les partis, ils sont, mais avec mandat d'observateur. Pas pour prendre des décisions, pas pour s'impliquer dans l'organisation. Ils sont là pour garantir la bonne, la bonne exécution de l'organisation. Pour accréditer que l'organisation s'est bien passée. Effectivement, nous avons gagné ou bien nous n'avons pas gagné. Mais tout cela a été refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité qui veut qu'on ne peut pas être au pouvoir, organiser des élections et les perdre en Afrique. C'est dommage. C'est pourquoi je disais, notre approche du pouvoir, il est loin d'être démocrate. Ou du moins, il est loin d'être démocratique. Il faut travailler, il faut que nos politiques ou nos politiciens eux-mêmes travaillent leur conception de la démocratie. Parce que, de par leur façon d'agir démocratiquement, cela peut induire toute la population à aller dans ce sens. Pratiquement, on ne peut pas organiser des élections pour les perdre en Afrique. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique, n'est-ce pas, qui font exception à cette règle? Cette règle où le chef de l'État, l'homme politique au pouvoir se caractérise, n'est-ce pas, par son pouvoir jusqu'au boutiste, qui ne veut pas, n'est-ce pas, se faire transformer en vrai démocrate. Est-ce qu'il y a des pays qui font exception, n'est-ce pas, à la mauvaise pratique de la gouvernance, de la démocratie? En Afrique, on ne peut pas s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Mais chaque fois, il faut veiller pour ne pas retomber dans le mal. Sinon, à mon avis, le Ghana était bien parti. Le Ghana a fait 3-4 alternances sans problème. Et puis Rollins, le Ghana a connu 3-4-5 présidents, vraiment des alternances, quelquefois avec demi-point de différence. Avec demi-point de différence. L'actuel président du Ghana a été battu par Atta Mills en 2010 avec un demi-point. Il avait accepté sa défaite. Ce qui allait être difficile en Côte d'Ivoire ici. Ce qui allait être difficile. Donc, de ce point de vue, le Ghana fait des efforts. Et nous respectons cela. Nous respectons cela. Mais ceci dit, il n'y a pas, en Afrique, la démocratie n'est pas une eau douce. C'est des vagues qu'il faut veiller. C'est une mer agitée et qu'il faut toujours veiller. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense que, je voudrais relever un peu l'immaturité, n'est-ce pas, du peuple, souvent qui fait le lit de la dictature. Oui, mais écoutez, l'immaturité du peuple... Ils suivent les hommes politiques oui, sans raison valable. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. En Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, pour être riche, il faut faire la politique. Et lorsque les gens accèdent au pouvoir, ils peuvent se permettre de faire main basse de la prédation sur les richesses du pays. Et puis pour parler comme les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. Les choses sont arrivées à un tel niveau qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, si vous avez l'argent, personne ne vous demandera comment vous avez fait pour l'obtenir. Vous allez être un héros. Vous allez être un héros jusqu'à ce qu'un jour, les gens viennent vous menotter devant tout le monde pour dire que vous étiez un dealer, vous étiez un vendeur de drogue, mais vous étiez un grand meurtrier, etc.
Mais là encore, vous allez avoir une part autre en prison que les autres. Donc la paupérisation de la population est quand même un élément qui ne permet pas à la population d'être libre. Et les politiciens ayant compris cela, ils font tout pour appauvrir la population. Bouche ou ventre affamé, dit-on, n'a point d'oreille. Avec les arrestations arbitraires, est-ce que souvent des arrestations arbitraires que nous constatons sur le terrain, est-ce qu'on ne peut pas parler d'instrumentalisation de la justice en Afrique ou en Côte d'Ivoire, par exemple? Je parle du cas général de l'Afrique. Oui, mais écoutez, la question de la justice, c'est la même chose. Nous vivons dans une société où le chef est le chef. Donc, la démocratie qui consacre la séparation des pouvoirs, mais ce n'est qu'une vue d'esprit. Le chef de l'exécutif est pratiquement le chef de tous les des deux autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. On a entendu ici notre paix à son âme, ancien président de l'Assemblée nationale, dire que désormais, il n'y aurait plus de différence entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, alors que nous sommes dans un régime démocratique où ce sont des pouvoirs distincts. Le régime de la séparation des pouvoirs. C'est un pouvoir, c'est deux pouvoirs totalement distincts. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le judiciaire, ce sont des pouvoirs distincts. En bonne démocratie, on devrait pouvoir les pratiquer. Et c'est ça qui valorise le peuple. C'est ça qui est bien pour la bonne gouvernance et pour le peuple. De sorte que personne n'est au-dessus de la loi. Pas le président de la République, même pas le juge. Alors, moi j'ai une toute petite question encore. Le constat général en ce qui concerne les violations massives des droits de l'homme du fait des forces de l'ordre, que fait une organisation comme la vôtre dans ce cas de figure? Des violations constatées. Mais une organisation des droits de l'homme, lorsqu'elle constate des violations, nous avons le droit de nous plaindre, de porter plainte contre ces forces de l'ordre-là qui ont outrepassé leurs prérogatives pour abuser de leur pouvoir sur les citoyens. Parce que les forces de l'ordre, c'est, comme on le dit, c'est tout le monde qui s'est saisi, qui s'est dessaisi de son droit de se défendre pour le confier à une tierce personne. Pour que cette personne puisse l'exercer au nom de la justice pour tous. Alors, lorsque vous avez ce pouvoir, que vous l'utilisez pour brimer les autres citoyens, alors vous êtes passible de poursuites. Vous êtes en infraction grave. Et lorsque c'est constaté, nous devons saisir les juridictions compétentes afin que ces forces de l'ordre-là puissent subir la rigueur de la loi. Donc, c'est des choses qui devraient pouvoir se faire. Mais une fois de plus, est-ce que ça s'est fait? Bien, nous avons, Et c'est lui-même qui saisit. Voyez-vous, nous avons, tout juste une petite idée, excusez-moi, nous avons documenté les violations des droits de l'homme entre 2010 et 2011, où il y a eu les grandes tueries. Et nous sommes allés dans les villages, nous avons rencontré des jeunes filles, des gens qui ont été violés, des gens qui ont été martyrisés, des gens qui ont eu des parents tués, etc. Notamment, nous avons vu des jeunes filles qui ont dit reconnaître leur bourreau qui était parmi les forces de l'ordre. Elles ont refusé de témoigner parce qu'elles ne peuvent pas le faire puisqu'elles ne sont pas protégées. Tu vas témoigner contre ton bourreau qui est encore en armes, qui est même gradé, il va t'éliminer. C'est parce qu'il t'a laissé en vie que tu peux parler contre lui. Mais c'est parce que l'État est faible. Mais est-ce qu'il y a l'État est faible. Il y a des structures ou des organisations qui protègent les victimes de sorte à ce qu'elles puissent s'exprimer librement? Normalement, toutes ces structures dont je parle devraient pouvoir protéger. Et même les forces de l'ordre devraient pouvoir protéger les victimes. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. C'est une question de respect de son travail, de respect des droits de l'homme. Ça ne se fait pas. Parce que la hiérarchie est souvent complice de ces choses. Donc c'est difficile. Alors vous êtes partie prenante, n'est-ce pas, du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Oui. Alors le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Récemment, on a assisté, n'est-ce pas, à la grâce présidentielle du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur de l'ancien président Laurent Gbagbo, laquelle grâce, n'est-ce pas, a été rejetée ou remise en cause par le PPAC. Oui. Alors, pourquoi, après une telle faveur faite à l'endroit d'un prisonnier, on rejette, n'est-ce pas, la grâce? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette réaction du PPAC? Ou en d'autres termes, est-ce que le dialogue politique, n'est-ce pas, a des chances d'aboutir en Côte d'Ivoire? Le président est dans ses prérogatives d'accorder la grâce présidentielle. Ça, la Constitution lui donne ce droit de le faire. Maintenant, dans les calculs politiciens, est-ce que cette grâce présidentielle arrange l'autre qui est un potentiel candidat? Donc, il faut voir tout ça
élections. D'amnistie. Donc, quelle différence faites-vous entre la grâce présidentielle et la loi d'amnistie? La grâce présidentielle est une prérogative du président de la République qu'il accorde à un prisonnier pour mettre fin à l'exécution de sa peine ou pour diminuer l'exécution de sa peine. Ça, le président peut décider et la Constitution lui donne ce droit de le faire. Il peut le faire. Bien sûr, sur la base des raisons qui lui sont propres et des raisons qui peuvent être objectives. Un président ne peut pas s'élever comme ça pour gracier un criminel des grands chemins qui a fait vraiment, ça va choquer l'opinion. Mais donc, ça aussi, c'est quand même un peu contrôlé. Mais c'est une prérogative du président de la République. L'amnistie est une prérogative du Parlement. Alors, la différence entre l'amnistie et la grâce présidentielle, c'est que la grâce présidentielle peut mettre fin à l'exécution d'une peine. L'amnistie efface l'existence de l'infraction commise. C'est-à-dire que vous avez commis une infraction, vous exécutez une peine. La grâce présidentielle met fin à l'exécution de cette peine, mais n'efface pas l'infraction. La grâce vous dit, bon, écoutez, il a suffisamment payé, on le sort de prison. Mais l'infraction que vous avez commise reste dans votre casier judiciaire. Or, l'amnistie, elle, non seulement elle met fin à l'exécution de la peine, mais elle efface l'infraction. C'est-à-dire que votre casier judiciaire jouit à nouveau d'une certaine virginité. Dans, disons, le viseur ou dans la vision des futurs. Sur cette base, la grâce présidentielle met fin à la peine, mais n'effaçant pas l'infraction, vous pouvez tomber toujours sous le coup de la loi lorsque dans une loi, on a dit celui qui a commis tel ou qui a été condamné pour telle ou telle chose ne peut pas avoir droit à participer à telle ou telle compétition. Donc, la grâce présidentielle, si vous voulez comprendre pourquoi le parti de M. Laurent Gbagbo ne veut pas la grâce présidentielle, elle met fin à l'exécution de la peine, même elle n'était pas en prison, il n'avait pas de problème de ce genre, mais elle n'efface pas l'infraction qui fait qu'il pourrait être recalé aux prochaines élections si d'aventure il avait envie d'être président. Voilà pourquoi son parti, qui voit les choses loin, anticipe déjà pour rejeter cette grâce présidentielle et préfère une loi d'amnistie comme ça avait été le cas en 2005 par là avec la rébellion. Monsieur Abraham Denis Yoruba, alors nous allons revenir sur la problématique du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Le ton est déjà lancé, c'est amorcé. Alors moi, mon inquiétude, est-ce que ce dialogue politique-là a les chances d'aboutir en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas un lanceur de coris. Il faut savoir si ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir. Votre analyse sur la question. Et il faut voir ce qui se passe pour savoir si ça va aboutir. Vous savez que c'est une lutte de pouvoir qui continue. Chacun ruse comme il peut pour conserver le pouvoir. La société civile est associée à ce dialogue. Nous faisons des propositions. Dieu seul sait quand elles sont prises en compte, à quel moment elles ne sont pas prises en compte. Mais nous sommes à ce stade-là. Et ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le dialogue politique aboutisse. Parce que ça va mettre fin à des années de lutte, de combat et surtout à de nombreuses pertes en vies humaines. C'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter. Et nous voulons et nous souhaitons que ceux qui ont, disons, des partis politiques qui drainent du monde derrière eux et qui ont des inconditionnels, qui sont prêts à mener des combats, à mener leurs combats, que ceux-là comprennent qu'il est nécessaire de mettre fin à tout ce qui est guéguerre, à tout ce qui est violence, à tout ce qui est lutte. De toutes les façons, le développement rime très mal avec la violence. On ne peut pas continuer à se développer si chaque fois le processus doit être interrompu par des luttes armées, par des guerres, par des combats, parce que chacun veut avoir le pouvoir pour pouvoir jouir des bienfaits de ce pouvoir-là, au détriment des autres populations. Ça, vraiment, nous pensons qu'il faut mettre fin à ça. Et ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter, très franchement, que les gens viennent au dialogue vraiment dépourvus de toute mauvaise foi, en toute transparence, trouver les solutions qu'il faut. Je pense qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent se retrouver quand il faut. Il est temps de se réveiller et de se retrouver pour aller à une paix
à une paix définitive? Alors, le sens commun. Le sens commun dit que le pouvoir se gère par génération. Oui. Est-ce qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on change, selon votre analyse, la classe politique actuelle en Côte d'Ivoire? Moi, en tout cas, je ne dirais pas ça. Parce que moi, je suis foncièrement démocrate et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut exclure une classe. Non. Ce n'est pas en demandant à M. Koné de ne pas être journaliste, à Konda, que mademoiselle ou madame Kofi sera la meilleure présentatrice. Si madame Kofi a les compétences d'être la meilleure présentatrice, elle le fait indépendamment de la présence de M. Koné. Donc, si la classe qui suit a les moyens de détrôner la classe qui est devant eux, c'est à eux de prouver ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir des gens pour le suivre. Il ne faut pas mettre son incompétence derrière les aînés pour dire oui, c'est parce qu'ils sont là, c'est parce que... Non, moi je pense que ce n'est pas démocratique de dire oui, on va prendre une loi pour pouvoir exclure tel et tel. On n'est pas fatigué d'exclure les gens. Pour moi, c'est une aberration. Et quand je vois les députés aller dans ce sens, mais j'ai honte. Il y a trop de problèmes sur lesquels les députés doivent plancher. Au lieu de remettre la démocratie en cause, de rétrécir notre démocratie, non, c'est pas possible. Si ces vieux-là, ceux que vous appelez les vieux, sont vraiment vieux, s'ils sont incompétents, on n'a pas besoin de prendre une loi pour les exclure. Ceux qui sont derrière eux, par leurs compétences, verront le peuple adhérer à leurs idéaux. Ils les suivent pour pouvoir prendre le pouvoir indépendamment de ces vieux. Qu'on laisse les vieux tranquilles parce qu'ils n'ont pas d'adversaire, c'est pourquoi ils sont encore là. Ils sont les chefs de leur parti. Qu'ils soient présents ou absents, personne ne peut pouvoir les détrôner de leur parti. Ben écoutez, vous ne pouvez pas, si vous êtes trop fâché, ben écoutez, personne ne vous empêche d'être candidat. Vous n'avez pas besoin d'empêcher qu'un tel ou un tel soit candidat pour que vous soyez candidat, non. Eh bien, tu dois te battre pour gagner, pour remporter les élections. Ben écoutez, tu peux faire quelque chose. Et moi, je pense que s'ils sont vraiment compétents, qu'ils remportent les élections devant ces aînés-là, et nous pourrons apprécier leur force. Monsieur Abraham Denis Yorubat, président du groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, qui a volé haut dans l'estime intellectuelle, qui nous a édifié, n'est-ce pas, qui a permis, n'est-ce pas, de lever le coin du voile sur tout ce qui est question politique, question électorale, question de démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci. Infiniment merci, que l'excellence soit la marque de son magistère et que Dieu lui permette, n'est-ce pas, de continuer d'éclairer la lanterne des Ivoiriens. La mise en